nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de janvier. Et il est bien moins pire que ce à quoi je m'attendais, puisque janvier a été assez compliqué au départ. J'ai eu des lectures un petit peu conflictuelles, un petit peu compliquées. Et j'étais partie pour avoir un mois de janvier assez pourri, puisque j'ai eu du mal à reprendre des lectures qui me plaisaient vraiment, hein, voilà. Mais au final, ça s'est plutôt bien terminé, puisqu'en tout, j'ai lu 7 livres, dont 5 romans et 2 graphiques. Donc au final, voilà, plutôt bon mois niveau quantité me concernant. Qualité, j'ai eu de bonnes lectures, de très bonnes lectures et des lectures mitigées, un petit peu décevantes. C'est pas des mauvaises lectures en soi, mais moi elles m'ont déçue puisque je m'attendais complètement à autre chose. C'est pas de mauvais livres, c'est pas de mauvaises histoires, mais voilà, moi je m'attendais à quelque chose d'autre et c'était pas forcément les lectures qu'il me fallait finalement à l'instant T. Donc c'est ce qui a été un petit peu gâché pour le mois de janvier et c'est un peu là que le bas blesse, mais malgré tout dans l'ensemble ça a été un bon mois. Et en y réfléchissant, c'est un petit peu un reboot de décembre 2022, puisque pour rappel en 2022 le bilan de décembre a été un petit peu compliqué dans le sens où j'ai eu des lectures compliquées. J'ai eu bien 2 semaines où je n'arrivais pas à choisir de lecture, où les lectures c'était compliqué et je pensais que le mois de décembre serait catastrophique et au final ça n'a pas été le cas. Et ben là c'est pareil, je pensais que janvier serait assez catastrophique et ben non, je me suis quand même plutôt bien rattrapée et au final le bilan du mois de janvier, et ben il est plutôt cool, hein, clairement. Bref, on arrête tout de suite et on commence. Je commence du coup par cette excellente lecture. Il s'agit donc du 2e tome du Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi et Bakuyo Yume Makura aux éditions Kana, dans cette édition hardback reliée, parfaite, magnifique. Et encore une fois, j'ai kiffé ma lecture. J'ai même plus apprécié le tome 2 que le tome 1, puisque le tome 1, on apprenait vraiment à connaître les personnages. Là, on est vraiment dedans. Mais voilà, comment vous dire que je me suis encore pris une claque avec ce tome 2, hein, clairement. Donc pour rappel, on va suivre un journaliste qui va aller au Népal et qui va découvrir un appareil photo qui aurait appartenu à un groupe de personnes qui ont essayé de monter l'Everest, donc de gravir l'Everest à une certaine période de l'année et sur un certain flanc de l'Everest. Et on ne les a jamais retrouvés, donc on ne sait pas s'ils ont réussi à gravir l'Everest ou non, et ce journaliste va donc découvrir l'appareil photo qui leur appartiendrait et qui pourrait finalement résoudre cette énigme de cette équipe. Est-ce qu'elle a réussi, oui ou non, à gravir l'Everest? Et à côté, il va rencontrer un homme qui s'appelle Baku, je crois, ou Abu quelque chose. Il va juste le croiser et il va commencer à se poser des questions sur ce personnage qui est extrêmement connu, qui est reconnu d'ailleurs dans son domaine d'alpiniste. Il est méga connu dans son pays, voilà, c'est un homme extrêmement connu. Et du coup, ce journaliste, en rentrant au Japon, va commencer à mener l'enquête sur cet Abu qui est très particulier. Et à partir de là, on va suivre une aventure absolument je dirais phénoménal, parce que c'est l'aventure d'une vie, c'est raconté magnifiquement, les pages sont magnifiques, voilà, l'histoire est superbe. Là dans le tome 2, on est plus sur la fin de la carrière entre guillemets d'Abu, puisqu'il a 40 ans, il lui est arrivé tout un tas de choses et en gros les alpinistes arrivés à 40 ans, ils sont déjà en fin de carrière parce que c'est un métier tellement compliqué, c'est tellement difficile de monter et de gravir ces montagnes, et certaines qui sont les plus dangereuses, les plus hautes au monde, que voilà, à 40 ans on est déjà à la fin, on termine, si vous voulez, de gravir ces énormes montagnes et d'essayer de battre des records, si vous voulez. Mais Abu, lui, c'est un personnage qui a une telle volonté, qui a une telle force intérieure, qui est tellement fort, qui est tellement endurant, il a cette volonté qui fait qu'il est capable de dépasser les limites, des limites inimaginables, et j'ai trouvé ce tome encore absolument magnifique. Il est beau, franchement, on a vraiment des personnages qui sont ultra intéressants, ultra travaillés, ultra attachants. On voit le développement des personnages et c'était vraiment une vraie pépite. Je vous conseille
vraiment ce manga parce qu'il en vaut vraiment la peine, et pourtant c'est pas du tout mon style. C'est vraiment quelque chose qui sort de ma zone de confort, mais ça en vaut tellement la peine. Au mois de janvier, j'ai lu le tome 10 donc de Mercy Thompson, L'épreuve du silence, puisqu'il fait partie de ma pile du Cold Winter Challenge, et j'ai encore une fois adoré cette lecture. Donc rappel, c'est Patricia Briggs, c'est une autrice que j'aime d'amour, c'est une saga qui pour moi est absolument doudou avec la saga spin-off donc d'Alpha et Omega. C'est vraiment les deux seules sagas où je peux rester dedans sans problème pendant des tomes et des tomes et des tomes. Mais vraiment, hein, j'aime tellement l'univers, j'aime tellement les personnages, j'aime tellement la plume de l'autrice. Pour moi, c'est vraiment la lecture doudou, plaisir, voilà. Donc je suis absolument pas partiale, hein, je suis partiale, pardon, quand je parle de ces romans, voilà, je n'arrive pas à rester neutre parce que j'aime trop, clairement, cette saga. Donc ici, on suit de nouveau Mercy, donc avec ses histoires de meute, avec son mari, tout ça, et manque de bol, dans ce tome-là, elle se fait kidnapper. Et elle va se retrouver en Europe, et elle va voyager entre deux pays d'Europe. Je vous en dis pas plus pour le speech parce que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, mais voilà, c'était très cool. Par contre, j'ai peut-être un chouïa moins apprécié que les autres parce qu'on n'était plus dans le même univers, on n'est plus dans les Tri-Cities dans ce tome-là. On va découvrir Mercy beaucoup plus seule, qui n'est pas soutenue par sa famille, par sa meute, par son mari, parce que voilà, elle a été kidnappée et elle se retrouve perdue dans un pays qu'elle ne connaît pas, dans un monde qu'elle ne connaît pas finalement, qui est complètement hors de sa zone de confort, et elle va devoir se dépatouiller toute seule. Et là on découvre quand même une Mercy qui est extrêmement débrouillarde, qui arrive à se dépatouiller de choses mais vraiment géniales, et qui finalement, même de loin, les gens qu'elle aime, et les gens qui l'aiment elle, arrivent quand même à l'aider de loin avec les moyens du bord. Et j'ai trouvé que c'était très cool. En plus, ici, on a des chapitres un petit peu plus consacrés à Adam, donc à son mari, puisque, pour rappel, elle est mariée depuis le tome 6. Et donc Adam, on va le découvrir un petit peu plus dans ce tome-là, et je trouve que c'est un personnage ultra attachant également. Il est tellement amoureux d'elle, il est tellement fou d'elle, et pourtant il est tellement responsable. Bref, j'ai adoré. En plus, ici, on va rencontrer des personnages dont on entend parler quand même depuis pratiquement le premier tome, qui sont très en arrière-plan, mais que là on découvre vraiment, et qui sont vraiment en premier plan, et j'ai bien aimé également cette partie-là. Mais voilà, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé cette lecture, mais peut-être un chouïa moins que les autres tomes, mais c'est pas grave. Du coup, j'étais tellement bien avec Mercy, mais tellement bien, que j'ai lu le tome 11. Donc ici, c'est Le souffle du mal, donc voilà, j'ai encore une fois adoré. Adoré. Donc ici, ça se consacre un petit peu plus aux sorcières noires, puisque les sorcières noires, ce sont des femmes, hein, la plupart du temps, puisqu'il y a plus de sorcières que de sorciers. Et c'est vrai que les sorcières, et notamment les sorcières noires, on en entend très peu parler depuis le premier tome. Donc là, on a vraiment un tome qui est consacré aux sorcières, et donc notamment aux sorcières noires. Et j'ai adoré rencontrer ces personnages, j'ai adoré voir le développement de ces personnages extrêmement puissants, extrêmement dangereux. On sent que Mercy, ici, elle flippe sa mère, hein. On va pas se mentir, elle flippe sa race. Elle va devoir s'acoquiner avec des vampires, elle va devoir affronter des sorcières noires, elle doit affronter, comment vous dire, des zombies chèvres miniatures. Voilà, elle le dit bien, miniatures, ça change tout, hein. Les chèvres zombies miniatures. Il y a une grosse différence. Il y a encore une touche d'humour absolument géniale qu'on n'avait pas forcément dans le tome 10, ou beaucoup moins. Là, on retrouve un petit peu cette touche d'humour à la Mercy. C'est encore une fois extrêmement péchu, encore une fois, c'est hyper vif. La plume, elle est tellement fluide, tellement facile à suivre. Les personnages, encore une fois, mais que voulez-vous que je vous dise? J'aime vraiment cette saga d'amour. Et encore une fois, j'ai pris mon pied avec cette lecture. Au mois de janvier, j'ai lu le premier tome de cette saga. Il s'agit donc de Damage Like Us, et le premier tome c'est Like Us, donc de Krista et Becca Ricci aux éditions Bookmark. A savoir qu'il y a une saga préquelle à celle-ci, que je ne savais pas d'ailleurs, qui en fait raconte l'histoire des parents des personnages donc de cette saga. Je lirai ça après. Voilà, j'ai bien envie de lire, mais c'est pas ma priorité. Mais voilà, je suis très intriguée du coup par cette préquelle, puisque en gros c'est un peu une
une suite de cette préquelle, mais on n'est pas en fait obligé du tout d'avoir lu la préquelle pour pouvoir lire cette saga. Moi ça m'a pas du tout perturbé, ça m'a pas du tout manqué. On nous rappelle un peu ce qui se passe, le pourquoi du comment et les conséquences que ça a pour les personnages de cette saga, mais c'est pas du tout perturbant et ça n'empêche pas du tout de lire cette saga. Franchement on n'est pas du tout perdu, c'est vraiment quelque chose qu'on peut lire séparément et c'était vraiment une très très bonne lecture. Donc ici on suit Maximoff qui fait partie d'une famille extrêmement célèbre. D'ailleurs ils sont tellement pourchassés par les paparazzis que chaque personne de cette famille, que ce soit les parents, les oncles, cousins, cousines, tout ça, neveux et tout ce que vous voulez, ont chacun un garde du corps. D'ailleurs il y a une agence de garde du corps qui est spécialisée dans dans cette famille-là, ils ne protègent que cette famille-là. Et du coup on va suivre Maximoff qui, suite à la démission de son garde du corps attitré, puisque son garde du corps décide qu'il a envie de passer plus de temps avec sa famille et donc de démissionner, on va lui attribuer un autre garde du corps qui s'appelle, je ne sais plus, Faro Okin, qui est extrêmement séduisant, absolument magnifique, et dont Maximoff avait un énorme crush quand il était adolescent, et il s'avère qu'il a toujours autant le crush pour lui, sauf que on ne peut pas mélanger vie privée et vie professionnelle puisque c'est son garde du corps et ça doit s'arrêter là. Mais évidemment, si ça s'arrêtait là, tout serait trop simple et il n'y aurait pas d'histoire. Donc je m'arrête là. Franchement, j'ai adoré cette lecture. J'ai vraiment aimé les personnages. J'ai vraiment aimé l'évolution de la relation des personnages. J'ai aimé les caractéristiques des personnages, la personnalité des personnages que j'ai trouvé très intéressant, très attachant. Maximoff m'a beaucoup touchée parce que c'est un mec qui fait avec le fait qu'il est pourchassé par les paparazzis. Il est né avec ça, il a grandi avec ça, il arrive plus ou moins à vivre avec cette pression permanente, même si c'est pas toujours évident. Et c'est un jeune homme qui est prêt à tout pour défendre sa famille, quitte à sacrifier son propre bonheur, si vous voulez. Et c'est dans ça que je le trouve touchant. Même la famille avec qui il ne s'entend pas forcément très bien, parce qu'il y a des cousins avec qui il ne s'entend pas très bien, et bien même avec eux, il est prêt à tout pour les protéger. Voilà, quitte à passer à côté du bonheur. Et Faro Okin, qui est le garde du corps, lui va lui prouver que non, il n'est pas obligé de passer à côté du bonheur et que lui, il est assez fort pour ne pas avoir à être protégé par Maximoff et vice versa. Voilà, j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Et mon personnage chouchou dans ce premier tome, en tout cas, c'est la cousine de Maximoff qui s'appelle Jeanne, il me semble. Je crois que c'est Jeanne, ouais, j'ai oublié son nom. Et qui est en fait aussi sa meilleure amie. J'ai adoré ce personnage. Je l'ai trouvé hyper drôle, hyper attachante, hyper, voilà, voilà, c'est mon personnage chouchou dans ce tome-là. Bref, j'ai adoré cette lecture. Du coup, j'avais bien envie de rester dans le monde des gardes du corps parce que j'avais bien aimé cet univers, j'avais bien aimé tout ce qui tournait autour parce que c'était plutôt bien développé, en tout cas dans le livre que j'ai lu. Je me suis lancée dans celui-ci. Il s'agit donc du premier tome de Bodyguard. Donc ici, Les Nonnes de Laura S. White aux éditions Hugo Roman. Donc c'est un achat un petit peu coup de tête qui n'était absolument pas prévu au programme. Mais voilà, j'avais vraiment envie de rester dans l'univers des Bodyguards, enfin dans l'univers des gardes du corps. Et j'avais beaucoup entendu parler de cette saga en bien, voilà, des avis dithyrambiques. Et je suis passée devant à la librairie et du coup j'ai craqué et je l'ai pris sans vraiment lire le résumé au départ. Et je dois vous dire que c'est un peu la déception pour moi. Je sais que ça a été mais vraiment plébiscité partout, mais je pense que finalement c'était pas le roman qu'il me fallait à l'instant T. C'est pas que la plume est mauvaise, c'est pas que l'histoire est mauvaise, c'est juste que c'était pas fait pour moi à ce moment-là, je pense. D'ailleurs, je me tâte à le relire plus tard, parce que clairement, je me souviens déjà plus grand-chose de cette histoire, pour vous dire que ça m'est vraiment pas resté en mémoire très longtemps. Pour rappel, ici, on va suivre un homme qui s'appelle Lennon, justement, qui fait partie d'une société de garde du corps, et qui va être missionné par son père pour protéger une jeune femme qui s'appelle Diane. Je ne sais même plus comment elle s'appelle, Dovie, qui est étudiante au MIT et qui se fait harceler par un corbeau qui n'arrête pas de lui envoyer des lettres, toujours de menaces, qui n'arrête pas à lui, à elle, à sa famille, à ses amis, tout ça, tout ça. Et donc il va être mandaté par son père pour y aller, même si lui, il n'est plus en service actif depuis un certain temps, parce qu'il ne veut plus. Il va accepter et évidemment, c'est de la romance, donc on sait tous comment ça va se passer. Bref, je me souviens plus trop vraiment de l'histoire, j'ai pas spécifiquement aimé, mais on peut pas dire que non plus j'ai détesté. C'est juste que les personnages m'ont laissé complètement froide, et moi quand je n'arrive pas à adhérer aux personnages, je n'arrive pas à adhérer à l'histoire. Et là pour le coup, ouais, les personnages m'ont laissé froide, ils m'ont
je me suis pas attachée à eux, je les ai pas trouvés attachants, je les ai pas trouvés touchants, ouais, ils m'ont laissé froide, ils m'ont laissé complètement froide, voilà. Même si Dovie est une geek en puissance, qu'elle est absolument méga fan d'Harry Potter, eh ben ça n'a pas rattrapé le coup, voilà, c'est très dommage, on est d'accord. Du coup je me dis que voilà, c'était vraiment pas le livre qu'il me fallait à ce moment-là, mais j'ai bien envie de continuer, je me dis que je relirai peut-être ce roman plus tard, pour me refaire un avis, ou peut-être où je serais plus apte, si vous voulez, à être dedans, voir si finalement c'était vraiment que ça m'a pas plu, ou si vraiment c'est juste que c'était pas le bon moment. Je continue encore par une lecture doudou, il s'agit de celui-ci, donc le 5e tome de Aria the Masterpiece aux éditions Kiyun, et c'est toujours évidemment de Kozue Amano, et encore une fois c'était trop bien. On continue de suivre nos apprentis gondoliennes dans leurs aventures, dans leur apprentissage, dans leur découverte de leur métier et de la ville où ils vivent, donc Néo-Venise, et c'était encore une fois très bien. On a des personnages qui évoluent, on a des personnages qui découvrent, on a des personnages qui grandissent. Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas, et c'est toujours tellement plaisant à suivre, c'est doudou, c'est contemplatif, c'est agréable, il n'y a pas de grandes aventures, il y a toujours ce côté un petit peu fantastique, il y a toujours ces petites choses qui font que c'est des nouvelles aventures pour nos apprentis, pour nos 3 amis qui continuent vraiment leur apprentissage, et encore une fois j'ai passé un très bon moment. Je pense que je ne tarderai pas trop à me prendre le tome 6, voire le tome 7 en même temps, puisque ça se termine en 7 tomes. En 6 ou en 7 tomes, je ne saurais plus vous dire exactement, mais voilà, on approche doucement de la fin, et j'espère le terminer assez vite, parce que voilà, je voudrais lire autre chose de prioritaire également, mais sachez que je passe toujours un très bon moment avec cette saga qui est vraiment faite pour être doudou et faire du bien au petit moral. Je termine par une petite déception avec le tome 2 de Cœur d'Acier, donc ici Brasier de Brandon Sanderson au livre de poche. Petite déception, mais pas non plus une grosse déception. J'ai bien aimé, mais j'ai pas retrouvé ce que j'avais dans le tome 1, et c'est ce qui m'a manqué, c'est ce qui a pêché pour le coup. Donc pour rappel, ici on est dans un monde post-apocalyptique, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il y a une espèce de météorite qui s'appelle Calamité, enfin que tout le monde a appelé Calamité, qui se comporte un peu comme une lune au-dessus de la Terre, et depuis plein de personnes arrivent à avoir des super pouvoirs du jour au lendemain, on sait pas trop comment. Ils ont des super pouvoirs, mais aucun d'eux n'arrive à rester sur le droit chemin, donc au lieu d'être des super héros, ce sont des super vilains, voilà. Et depuis qu'ils sont arrivés, les gouvernements se sont effondrés, puisque évidemment ces personnages qu'on surnomme les épiques ont décidé de prendre le pouvoir, donc ils ont tout chamboulé autour d'eux, puis certains pouvoirs sont absolument phénoménaux, et donc ici on va suivre David, qui lorsqu'il a eu 8 ans, l'un des plus grands épiques au monde, qui est surnommé Cœur d'Acier, va détruire la banque où il se trouve avec son père, et va tuer son père, et lui ne jure plus que par une chose depuis 10 ans, c'est de fomenter son plan pour tuer Cœur d'Acier, puisque Cœur d'Acier est réputé pour être invincible, il ne peut pas être blessé, il est super puissant, sauf que lui l'a vu blessé. Voilà, je m'arrête là pour résumer, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Alors, le premier tome, pour moi, il y avait cette sensation d'urgence, où il fallait vite pouvoir arriver à ses fins avant de se faire tuer. Je sais pas, je trouvais qu'il y avait une petite sensation d'urgence qui me plaisait beaucoup, que j'ai pas retrouvé dans le deuxième tome. Ici j'ai trouvé que le rythme était également plus haché que dans le premier tome, ce que j'ai trouvé dommage. Le rythme était plus intense dans le premier tome, plus en continu, et plus en plus on avait cette pression qui montait. Là c'est pas le cas, j'ai pas eu cette sensation là non plus, et ça m'a manqué, je vous avoue, et j'avais envie de ça pourtant dans ce deuxième tome, et c'est pour ça que je suis un petit peu déçue malgré tout. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome aussi, puisque on découvre d'autres choses, d'autres villes, d'autres épiques, donc d'autres façons de voir le monde, des univers différents, des politiques différentes, le monde hors de la ville dans laquelle David a grandi, et c'était franchement cool. Surtout que là il se passe des choses quand même plutôt... On se dit que dès le départ il y a des trucs qui tournent pas rond, qu'il va se passer des choses, et c'était plutôt cool. J'ai bien aimé, oui j'ai bien aimé, mais il m'a manqué en fait ce côté urgent, ce côté pression qui monte petit à petit. J'ai pas ressenti ça ici, c'est un petit peu dommage.
mais je lirai le tome 3 très rapidement pour terminer cette saga parce que ouais franchement malgré tout c'est une bonne saga avec des bons personnages auxquels on s'attache. David est un personnage ultra attachant, ultra touchant, je trouve qu'en plus c'est un personnage qui continue de grandir, qui continue d'évoluer. Il y a également d'autres personnages secondaires qui sont finalement extrêmement importants. Il y a encore des petits mystères, des petites choses et on se dit que le tome 3 ça va exploser de partout, voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce bilan qui est finalement pas si mal que ça, hein, clairement. J'espère que le mois de février sera bon aussi parce que j'ai prévu un marathon de saga et j'ai prévu un vlog. Donc je ne sais pas quand est-ce que vous aurez le vlog. Clairement, on verra si j'y arrive avec mon challenge de marathon de saga. Mais bon, bref, voilà. On verra bien plus tard. En tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans ou des graphiques, si vous les avez aimés ou non, ce que vous auriez aimé ou pas, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas non plus avec les petits pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Partagez la vidéo, partagez la chaîne. Voilà, tout ça. Moi, en attendant, du coup, je vous souhaite de très très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous le dis toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye.